L'édition spéciale en effet se poursuit sur LCI. Deux images fortes de ces dernières heures. Tel Aviv frappé, les bureaux de l'ambassade des États-Unis touchés cette nuit dans cette ville. C'est ce que dit l'ambassadeur d'Israël en France. Et puis les images du feu à Haïfa après qu'un missile s'est abattu sur la ville dans le nord donc d'Israël. Une centrale électrique aurait été touchée. Les secours israéliens font état, je le rappelle, de 8 morts. Bilan de la nuit encore provisoire. Ça c'est pour Israël. Et côté iranien, regardez, image, je vous en parlais il y a quelques instants d'un lanceur de missiles à Téhéran qui a été touché, aéroport de Machhad également, un dépôt pétrolier de Charan. Et puis le régime annonce la mort du chef du renseignement des gardiens de la Révolution. Nos équipes sont particulièrement mobilisées sur le terrain, toujours pour vous informer au plus près. Nous serons dans un instant en Iran, nous serons également en Israël, nous serons à Moscou et nous serons à Washington. Merci à tous, on se retrouve dans un tout petit instant. Quel scénario désormais, alors que vous l'avez compris, l'escalade militaire soudaine, meurtrière entre Iran et Israël se poursuit. On en parle avec mes invités que je salue sur ce plateau. Bonjour Maya Kadra. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste spécialiste du Moyen-Orient. Bonjour Général Chauvency, merci d'être avec nous également. Vous êtes consultant géopolitique pour LCI. Bonjour à vous Bruno Combi, merci beaucoup d'être avec nous. Polytechnicien, ingénieur en génie nucléaire. De nombreuses inquiétudes concernant votre dossier bien évidemment. Et puis Xavier de Giacomoni bien évidemment sur ce plateau, Amélie, qui connaît ce terrain par cœur. Vous êtes éditorialiste international pour LCI. Tout d'abord, des frappes. Téhéran, qui a frappé Jérusalem, qui a frappé Haïfa, qui a frappé Tel Aviv. D'ailleurs, écoutez cette séquence des tirs de missiles balistiques dans le ciel de Tel Aviv cette nuit. Oh, yo, הלך הבניין. Yo. Bonjour Siavash Ghazi, merci beaucoup d'être avec nous encore une fois ce matin, correspondant de TF1 LCI à Téhéran. Siavash Ghazi, l'Iran assure que Israël ne sera plus habitable. Une montée en puissance iranienne est-elle encore envisageable dans les toutes prochaines heures ? Alors, c'est ce qui a été donc dit par les gardiens de la Révolution dans un communiqué qui a été publié dans la nuit après les frappes de cette nuit contre Israël. Une centaine de missiles beaucoup plus destructeurs ont été lancés contre l'État hébreu. Donc, dans ce communiqué, les gardiens de la Révolution disent que les attaques à venir seront beaucoup plus dévastatrices que les attaques qui ont été menées jusqu'à maintenant. Une autre déclaration d'un militaire iranien, d'un porte-parole des forces armées, a affirmé que l'Iran allait faire en sorte que les habitants d'Israël ne puissent plus vivre dans l'État en Israël, et donc de leur conseiller de quitter le pays. Donc des déclarations assez très guerrières contre Israël, et ce qu'on a pu ce à quoi on assiste, c'est que l'Iran réplique désormais au coup par coup, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a des frappes israéliennes, il y a des lancements de missiles ou de drones, comme ce matin. À 4 heures du matin, il y a eu une centaine de missiles qui ont été lancés contre Israël, suivis d'une vague de drones 2 heures plus tard. Donc visiblement, l'Iran est décidé de jouer l'escalade parce que les attaques israéliennes ne cessent pas et n'ont pas cessé dans la nuit hier, puisqu'il y a eu encore des attaques contre Téhéran, mais aussi contre plusieurs villes de province. Et donc, c'est l'escalade et le bras de fer auquel on assiste. Merci beaucoup Siavash Ghazi, précieux de vous entendre bien sûr depuis Téhéran. On se retrouve un tout petit peu plus tard dans cette émission. L'Iran ne s'annonce pas vaincu. L'Iran ne s'annonce pas vaincu. Ce qu'on a du mal peut-être nous à évaluer, c'est la réalité de la force de frappe iranienne dans les prochaines heures. On vous représente l'armement iranien pour qu'on ait bien en tête les détails techniques qui n'en sont pas d'ailleurs en réalité. Général, l'Iran a les moyens de ne pas s'annoncer vaincu ? Pas tout de suite. Elle a encore un peu de temps devant elle, dans la mesure où on annonce depuis longtemps 2000 missiles capables d'atteindre Israël. C'est par vague de 100 à 150 en gros. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une période où chacun affirme sa force et sa capacité de résistance. Si on prend quand même l'exemple, effectivement, l'Iran peut frapper Israël, très bien. Maintenant, si on reprend la situation d'Iran sous le feu d'Israël, c'est un peu différent. Moi, je fais une remarque, parce que ça fait maintenant 3 jours que les combats ont lieu. On n'a pas eu l'annonce d'un seul avion
israélien abattu. Ce qui veut dire pour moi que la défense antiaérienne iranienne, elle est morte, ou pratiquement. Et que par conséquent, les Israéliens peuvent faire ce qu'ils veulent sur le territoire iranien et achever leur mission de destruction des infrastructures nucléaires autant que possible, des capacités de tir de missiles sur Israël et bien entendu tout ce qui concerne cet ensemble. Oui, mais Xavier, Téhéran réussit à faire du mal à Israël malgré le système Arrow, qui en hauteur est capable d'intercepter normalement, entre guillemets, les missiles les plus puissants parfois. Là, on a des bilans, 22 morts au total, 8 encore la nuit dernière. Et je rappelle, c'est très provisoire puisqu'il y aura encore des corps sous les décombres. Il y a une faiblesse du côté israélien également ? C'est-à-dire qu'en cas de bombardement de cette intensité, parce que les bombardements iraniens tout de même sont intenses, il y a des missiles qui passent, il y a un moment où rien ne peut vous prémunir de manière totale. Ce qui est impressionnant, ce sont évidemment ces 22 morts, et puis les images des dégâts, notamment dans un quartier que je connais bien, qui est le quartier de Bat Yam, qui est un quartier populaire, la banlieue sud de Tel Aviv, où j'allais fréquemment, tout simplement parce que mon traducteur y habite. C'est un quartier en bord de Méditerranée. Quand on voit les immeubles totalement dévastés, on a l'impression de voir les images de Beyrouth, celle que j'ai connue en septembre-octobre dernier. Ça, c'est un traumatisme pour les Israéliens. Mais ce que l'on peut dire, c'est que les missiles iraniens, a priori, ne font pas de dégâts militaires, n'handicapent pas la réponse militaire d'Israël. Et ça, pour l'État hébreu, c'est l'essentiel. Ils peuvent encore répliquer sans aucun problème, alors que les Iraniens sont visiblement, je rejoins le général, extrêmement limités. Et donc, je reste sur ces images d'Haïfa quelques instants. Effectivement, vous avez vu les flammes, vous les voyez encore après qu'un missile s'est abattu sur cette ville du nord d'Israël. Mais ce n'est pas tout, puisque l'ambassadeur d'Israël en France a déclaré ce matin chez nos confrères de RMC que les bureaux de l'ambassade des États-Unis à Tel Aviv avaient été touchés. Les cibles, clairement, sont seulement des cibles civiles. Et les Iraniens font exprès de cibler seulement des civils. On parle de bâtiments dans différentes villes d'Israël, que ce soit à Haïfa, que ce soit à Jérusalem, que ce soit pas à Jérusalem, pardon, à Tel Aviv ou dans d'autres villes. Et on ajoute, d'après ce que je viens de voir, que l'ambassade des États-Unis à Tel Aviv, les bureaux de l'ambassade des États-Unis à Tel Aviv ont été touchés cette nuit. Bon, ça, en quelle mesure c'est un fait important ? Dans quelle mesure c'est un marqueur que ces bureaux puissent être ciblés, touchés par Téhéran malgré ses faiblesses ? Qu'est-ce que ça nous raconte ? Ça nous raconte toute l'idéologie et la politique et la vision de l'Iran. La raison même d'être de la République islamique d'Iran, c'est de rayer Israël de la carte et d'obéir au Wali al-Fakir, c'est-à-dire au guide suprême. Aujourd'hui, l'Iran frappe Israël sans aucune distinction entre quartier militaire et quartier résidentiel. Ça montre qu'ils veulent à long terme, enfin pas à long terme parce qu'ils n'ont pas le luxe du long terme, ils ont des capacités limitées, mais ça montre quand même qu'ils veulent décourager la société civile qui appuie cette action militaire. On a vu que la rue israélienne, elle est partagée concernant la guerre de Gaza, il y a eu des manifestations, mais en ce qui concerne l'Iran et le démantèlement de son arsenal nucléaire et son arsenal de missiles balistiques, il y a plutôt une certaine forme d'unanimité de l'opinion publique israélienne. Donc ce qui est recherché, c'est d'affaiblir cette détermination et de diviser peut-être dans les prochains jours la société israélienne, mais je pense que c'est très difficile et c'est exclu comme scénario, malgré les pertes. Alors, je ne veux pas le faire patienter plus longtemps. Nicolas Rouget nous attend sur le terrain. Il est à Haïfa. Bonjour à vous, Nicolas Rouget. Haïfa, on a vu les images il y a quelques instants. Haïfa qui a été touchée la nuit dernière. On a vu les incendies. On sait que d'une manière générale, Israël a été particulièrement touché cette nuit avec un bilan très provisoire de 8 morts. On sait que les bureaux de l'ambassade des États-Unis à Tel Aviv auraient été touchés également. Est-ce qu'une forme de panique est en train de gagner la population malgré tous les systèmes de défense israéliens ? Non, je pense que je ne parlerai pas de panique pour l'instant. Alors évidemment, les Israéliens sont habitués d'un certain côté à avoir ces alertes, et même si on voit maintenant que la protection antiaérienne n'est pas aussi efficace contre les missiles iraniens, même si on se pose des questions sur le fait qu'il y a des rumeurs qui courent sur le fait qu'il y aurait plus d'explosifs dans les têtes de ces missiles, particulièrement qu'il y a des missiles supersoniques, on commencerait à utiliser des missiles supersoniques, qu'il y a évidemment dans l'arsenal iranien des munitions encore plus efficaces.
tout cela court, les rumeurs courent, mais au bout du compte, je pense que la population reste assez soudée, comme le disait Maya Kadra, autour de l'idée de cette guerre, autour du fait qu'elle soit légitime. Tout le monde fait un peu confiance, même ses opposants politiques d'un certain côté, à Benjamin Netanyahou, et le fait qu'il avait besoin, qu'il y avait une nécessité à partir en guerre. Alors pour l'instant, en tout cas, pas de vent de panique, oui, mais évidemment, il y aura sans doute des dissensions politiques qui vont arriver assez vite. On l'entend déjà dans la bouche de certains chercheurs, de certains spécialistes de l'Iran, surtout dans les cercles sécuritaires. On se demande quand même si au bout du compte le timing était juste ou pas. Et pour l'instant, évidemment, si la population civile est affectée aussi, il va falloir penser à l'effort de guerre. Et c'est peut-être la prochaine question qui arrivera. On sait que des réservistes des soldats israéliens ont été réaffectés, c'est-à-dire qu'ils sont sortis de Gaza pour aller renforcer le front nord. Si on peut s'attendre aussi à des confrontations armées de ce style avec le Hezbollah, avec d'autres groupes, d'autres milices pro-iraniennes dans le reste de la région, c'est vrai que cela pourrait commencer à causer un coup assez énorme pour la population israélienne. Peut-être qu'à ce moment-là, les choses se réarrangeront. Pour l'instant, c'est l'inquiétude qui prime, pas la panique, mais cela peut évoluer très vite dans les jours qui viennent. Merci infiniment Nicolas Rouget, correspondant TF1 LCI en Israël, et on se retrouve un tout petit peu plus tard. On va vous parler de nucléaire dans un instant parce que c'est majeur, c'est central bien évidemment dans l'action d'Israël et dans l'inquiétude internationale. Mais juste cette question, je sais que vous n'avez pas de boule de cristal, général, mais vous imaginez le scénario s'écrire en plusieurs semaines, voire en quelques mois, et est-ce que tout ça ressemble de plus en plus, en effet, à une guerre ? Ça s'appelle une guerre, sauf qu'on ne veut pas l'appeler comme ça. Et pourquoi ? Parce qu'on ne déclare plus la guerre. Et que ça devrait, tout ce recours à la force armée devrait passer par le Conseil Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est complètement incompétent à la date d'aujourd'hui, parce qu'il est neutralisé. Donc, comme il n'y a pas la situation juridique de l'état de guerre, nous sommes finalement en temps de paix où on se fait la guerre. D'accord. Ce qui est le paradoxe de pas mal d'années aujourd'hui, c'est dans beaucoup d'endroits. Et ça pourrait durer des semaines ou des mois, selon vous ? Non, je ne pense pas. Alors, je prends un risque. Je ne pense pas pour au moins une raison, c'est que on a les chiffres que j'ai donnés sur les missiles du côté iranien, qu'on le suppose, à 100 à 200 par jour. Oui. On voit bien qu'on est sur 2 semaines ou un peu plus. D'accord. Ensuite, quand on voit l'impunité, entre guillemets, israélienne sur le territoire iranien face aux défenses iraniennes, ça veut dire que, pour l'instant, les Israéliens peuvent faire ce qu'ils veulent. Et donc, ils vont atteindre leurs objectifs de destruction. Donc, pour moi, 2 semaines, 3 semaines, sans aucun doute. Et comme il n'y aura pas d'affrontement terrestre, puisque il y a un éloignement de 1500 km par des pays étrangers, je ne vois pas comment, aujourd'hui, cette guerre pourrait durer plus longtemps, puisque tout va se régler par les airs d'une manière ou d'une autre. Et donc, par les airs et les cibles, c'est le nucléaire qui est particulièrement visé. Les Mollahs également, on en reparlera dans quelques instants, mais le nucléaire. Regardez ces photos satellites qui montrent l'ampleur des destructions. Là, on voit le site nucléaire de Ispahan. Mais allons plus loin avec vous, Xavier de Giacomoni. Quelles ont été ces dernières heures les cibles précises de Tsahal? Écoutez Amélie, en fait les Israéliens progressent de manière extrêmement systématique avec un plan de bataille extrêmement bien ordonné. D'abord, défaire tous les systèmes de défense antiaérien. Vous voyez sur la carte les multitudes d'impacts. Il y a plein de cibles extrêmement différentes là-dedans. Donc, défense antiaérienne. Ensuite, ce qui les intéresse au premier plan, c'est de détruire les lancements des missiles sol-sol, les missiles qui vont frapper Israël. Là, ils ont eu énormément de succès, mais il y a encore des missiles qui s'abattent sur l'État hébreu. On l'a vu avec vous tout à l'heure, 8 morts la nuit dernière, des dizaines et des dizaines de blessés. Donc les missiles continuent à faire des dégâts. Donc l'aviation israélienne continue à frapper tous les sites d'où peuvent partir des missiles. Spécialement, vous le voyez sur cette carte, dans l'ouest de l'Iran, parce que c'est le plus facile à atteindre pour eux. Il y a à peu près 1500 km qui correspond à un seul ravitaillement en vol, notamment pour un appareil comme le F-15 américain utilisé par les Israéliens. Mais il y a une exception, c'est qu'il y a un site qui a été frappé, vous le voyez sur la carte, aux frontières du Turkménistan et de l'Afghanistan. Il s'agit de la ville sainte de Mashhad. Mashhad, c'est un endroit extrêmement important, mais surtout, c'est un raid de plus de 5000 km aller-retour depuis Israël, ce qui sous-tend 2, 3 ravitaillement aérien. Et là, on peut commencer à se demander si les Américains ne donnent pas un coup de main aux Israéliens, à minima en leur prêtant, en opérant pour eux des avions ravitailleurs. Les avions de chasse ont besoin d'être ravitaillés régulièrement pour faire ces distances. Après, sur le point de vue strictement nucléaire, on a le site de Natanz, dont on voit là une image satellite. On voit bien que l'usine électrique qui est ici a été frappée. On voit les taches noires sur cette usine électrique. On ne voit pas de pénétration dans le cœur
du dispositif. Le cœur de ce dispositif, c'est là où sont la plupart des centrifugeuses iraniennes, 65% à peu près des capacités iraniennes. Mais le simple fait d'avoir détruit l'usine électrique en surface handicape évidemment la production. Sur ces images de synthèse fournies par l'armée israélienne, je le précise de manière vraiment précise, on peut voir les centrifugeuses telles qu'imaginées par les Israéliens. Voilà, c'est tout ce dispositif-là qui permet d'enrichir l'uranium jusqu'à aujourd'hui 60%, plus tard 90% pour arriver à la bombe nucléaire. On ne sait pas pour le moment si ce dispositif a été touché au cœur. Autre site extrêmement important, c'est le site d'enrichissement de Fordo. Alors là, c'est la grande inconnue. Vous voyez, il se situe légèrement au sud-est de Téhéran. C'est un site extrêmement important où justement les Iraniens pourraient enrichir jusqu'à 90%. Mais les Israéliens affirment qu'ils ont frappé le site. On ne connaît absolument pas les dégâts et pour cause, le site serait enfoui sous 80 mètres de montagne dans cette province de Qom, au sud de Téhéran. Et pour le frapper, il faudrait des bombardiers B2 avec des bombes anti-bunker. On voit le site de Fordo, vous voyez tout l'environnement de montagne autour de lui. Et ces bombes, les Israéliens ne les possèdent pas. Elles sont uniquement opérées par cet avion, le bombardier B2 Spirit, qui est un avion américain dont on sait que Donald Trump a demandé que 6 d'entre eux soient déployés sur la base aérienne de Diego Garcia. Voilà, on voit le trajet qu'il pourrait faire pour aller frapper Fordo. A priori, il n'y a qu'eux qui peuvent le faire, mais Trump n'a pas décidé pour le moment de les employer. Merci beaucoup Xavier, c'est votre moment là, vraiment Bruno Combi. 2 questions majeures. D'abord, est-ce que vous imaginez les Israéliens capables d'en finir avec le programme nucléaire, puisque c'est l'ambition avec le programme nucléaire de Téhéran, un coup d'arrêt total, vous l'imaginez ? En tout cas, c'est l'objectif et ce à quoi nous assistons depuis 3 jours, c'est la plus grosse attaque jamais menée au monde de toute l'histoire contre des installations nucléaires. On avait eu déjà la destruction du réacteur d'Osirak qui avait été menée par Israël en 1981. On avait vu au fil du temps une multitude d'attentats, d'explosions, la mort du général Soumaïni en 2020, les cyberattaques Stuxnet. Donc il y avait des attaques un petit peu dans différentes directions, mais toujours une seule à la fois. Et cette fois, depuis 3 jours, nous assistons à une attaque massive, tous azimuts, sur tous les objectifs nucléaires qui vont de l'enrichissement de l'uranium jusqu'à la fabrication de la bombe atomique et même les missiles porteurs. Donc c'est vraiment le but premier de cette guerre qui ne dit pas son nom, c'est la destruction du potentiel militaire nucléaire iranien. Et l'autre grande question, ce sont toutes les inquiétudes liées aux installations, au risque de contamination. C'est M. Grossi qui a redit son inquiétude. Il a dit, moi j'ai déclaré à plusieurs reprises que les installations nucléaires ne doivent jamais être attaquées, quel que soit le contexte ou les circonstances, parce que ça pourrait blesser les personnes et l'environnement. Là, est-ce qu'il pourrait déjà y avoir des fuites, par exemple ? Déjà. Ça pourrait, et il y a eu des bruits de couloir comme quoi il y aurait eu des détections de doses déjà, notamment à Natanz, mais semble-t-il pas des doses très importantes d'après les informations dont on dispose, ce qui est d'ailleurs tout à fait logique et cohérent puisque à Natanz on fait de l'enrichissement de l'uranium. Or, l'uranium est bien sûr un élément radioactif, mais il est très peu radioactif. La demi-vie de l'uranium, alors il y a 2 types d'uranium, l'uranium 235 qui est très peu présent dans la nature, et l'uranium 238 qui fait 99,3% de l'uranium naturel. Donc en fait, il y a très peu de 235, mais pour faire une bombe, il en faut au contraire beaucoup, il faut inverser la proportion, on veut arriver à plus de 90% d'uranium 235 pour faire un engin explosif performant. Et donc, pour cela, il faut enrichir en uranium 235. C'est justement l'objectif des 2 usines qui sont l'une à Natanz, à 22 mètres de profondeur sous terre, avec 2 parois épaisses en béton à percer. C'est pour ça que c'est très difficile du point de vue militaire. Comme nous l'a très bien rappelé Xavier, il faut des bombes très performantes, dont les Américains disposent de la plus grosse, qui est la GBU-57. GBU, ça veut dire Guided Bomb Unit, ce sont des bombes guidées qui sont larguées en très très haute atmosphère pour avoir une très grosse énergie cinétique quand elles arrivent au niveau du sol et pour percer la plus grande épaisseur possible. Preston quand même la bombe. Merci beaucoup. Preston, absolument. Merci beaucoup Bruno Combi.